Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. Ce sera avec Gérard Ouessan, le patron de journal Sika, Michel Tchadia, le patron de journal Ouara Les Vainqueurs. On sera rejoint en studio aussi par Elom Atisogbe du journal Nouvelle Tribune et Jacques Diakouti, éditorialiste. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité. Nous parlerons politique avec les élections qui se profilent à l'horizon et cette question aujourd'hui et pourquoi plus personne n'évoque la révision constitutionnelle. La C14 et le gouvernement sont donc à Conakry ces dernières heures. On reviendra sur le sujet. Nous parlerons également de la politique étrangère avec le Bénin et Patrice Talon qui crée de l'insomnie au Béninois. Le modèle démocratique béninois a-t-il du plomb dans l'aile? Je poserai la question à mes confrères tout à l'heure. C'est la cloche, c'est la trompette qui sonne comme cela. On va y aller avec les confrères. Bonjour, Gérard Ouessan. Bonjour, ce n'est plus le klaxon? Non. Ah, ça a évolué. Bien sûr. C'est la trompette. Il faut évoluer dans la vie. Mais pas une trompette. C'est ça, Taxi FM Lomé. Une trompette de paix, pas de guerre. Non. Tel que je Ça connais. ressemble à la guerre, ça? Bon, la trompette en général, c'est à la guerre qu'on sonne la trompette. Mais il y a la trompette aussi de paix pour se réjouir. Mais la trompette, c'est un instrument qu'on sonne quand on veut aller à l'assaut. En général. Ça, c'est revue défaitif. Bon. Donc on se retrouve, c'est pour vous faire appel. Merci. Merci on peut faire aussi le débat des idées, la guerre des idées. Ça ne gâte jamais rien, ça fait évoluer le monde au contraire. Bien sûr. Ben oui. Bonjour Michel. Bonjour Eric. Bonjour Gérard. Bonjour aux amis techniciens. Et oui. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Géniale. Merci de nous avoir rejoints Michel. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Elom Atisogbe et Jacques Diakouti. Mais Gérard, vous avez souhaité placer un mot par rapport à votre journal, le journal Sika, le journal de la bonne humeur qui change de périodicité, c'est ça? Pas tellement, disons que la semaine dernière, on n'a pas paru. Oui. Parce que vous savez, avec l'actualité, les difficultés de la presse et tout ça, il faut quand même produire un journal de qualité. Il ne sert à rien de paraître pour paraître. Donc on a un peu reculé pour mieux sauter. Mais de toutes les façons, on a essayé de faire maintenant un journal assez bien qui va paraître après-demain, mercredi. Et juste pour dire à nos fidèles lecteurs, à ceux qui aiment Sika, de ne pas rater ce numéro et voilà, pour qu'on se réjouisse ensemble. Ce qui complique aussi le travail de la presse aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est presque compliqué d'être dans l'information aujourd'hui, puisque tout le monde est au parfum de l'information. Il va falloir innover. Non, moi je pense quand même que les gens se trompent. Ils se trompent pour la simple raison que ce que vous trouvez sur WhatsApp, des bribes d'informations qui n'ont rien détaillé, qui ne sont pas de vrais raisonnements, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans une presse comme, je sais pas, Liberté, Ouara ou Togo Presse, parce que c'est des analyses détaillées, c'est des trucs où vous vous retrouvez. Mais WhatsApp, c'est des bribes d'informations. Imaginez une population qui cesse brusquement de lire, parce que la connaissance se trouve, quoi qu'on le dise toujours dans les livres. Mais quand les gens sont habitués à ne plus lire, à passer des heures et des heures, rien que pour se dire, ah, Niaose et Willow, des trucs comme ça. Quand vous voyez WhatsApp, vous trouvez 1000 messages, 80% de ces messages-là, c'est pas du consistant. Et quand vous allez ailleurs qu'en Afrique, en Europe, vous voyez des gens qui sont toujours à la lecture. Ils ont gardé leurs habitudes. Parce que il fait toujours le journal le matin? Oui, les journaux, le matin, le monsieur se lève, il prend son canard, il lit, il prend des livres, il lit, il prend des romans, il lit, il prend des revues spécialisées en géographie, en chimie, tout ça, il lit. Mais ici, les jeunes ont tendance quand même à perdre l'essentiel de leur temps sur WhatsApp. Moi, je trouve les réseaux sociaux en général.
Oui, pas parce que je suis journaliste, mais je crois quand même que ce qui arrive quand même, les jeunes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, que vous trouvez, qui travaillent dans les assurances, dans les banques, dans les grandes sociétés, dans les grands organismes internationaux, vous voyez que c'est des gens qui sont d'un certain niveau, qui sont capables de raisonner, de faire des choses. Mais ceux qui perdent leur temps sur WhatsApp à ne faire que les petits jeux, ben, évidemment, il ne faut pas qu'ils se trompent trop si demain, on les met devant un concours, on dit, ben, il y a 1000 candidats, et on n'en veut que 5, et qu'ils ne se retrouvent pas. Et qu'après 10 ans, ils disent, ouais, je suis toujours au chômage. Parce que justement, ils n'ont pas appris à être au niveau. Parce que dans ce lot, il y en a qui comprennent toujours que la connaissance, c'est l'alpha et l'oméga de la réussite dans la vie. Très bien. Et certains pensent qu'il suffit de s'amuser, de faire juste l'essentiel, et puis on va s'en C'est un sortir. débat essentiel. Là, on aura peut-être le temps de revenir là-dessus une autre fois ou dans le courant de ce magazine. Michel, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui constituent quand même un danger pour la presse en général? Non, moi je ne trouve pas que les réseaux sociaux soient quelque chose qui bloquerait, en tout cas, l'essence même ou les activités classiques de la presse en général. Non. Je trouve tout simplement que peut-être il y a des livres d'information, comme je la redisais, que quiconque peut balancer ça sur les réseaux sociaux, mais pour ce qui concerne le traitement même de l'information, il revient à la presse de le faire. Je considère les réseaux sociaux comme un micro qu'on donne, qu'on a décidé avec d'ouvrir à tout le monde. À tout le monde. Mais tout le monde ne dit pas de bonnes choses. C'est tout. Et quand on revient même entre nous, il y a certains qui ont tendance à penser que les sites d'information, avec l'existence des sites d'information, la presse écrite par exemple, ne sert plus à rien, mais qu'ils se détrompent. Ou est appelé à disparaître. Non, qu'ils se détrompent largement. Tous ceux qui pensent que quand il faut véhiculer l'information, on pense que c'est les sites, les blogs, non. Vous allez aux États-Unis, il y a des presses qui font 90 ans. Je ne vais pas parler de 7 ans. Et elles sont là, elles vivront encore 90 ans, voire 100 ans encore. Parce que c'est ça le socle même comment l'appelle-t-on là Oui, mais en même temps, excusez-moi, mais Michel, quand la presse papier fait ou ne fait que dans les ateliers de formation, elle ne pourra pas vivre 100 ans. Non. Quand on n'est pas dans l'information, la réelle, apporter de nouvelles choses aux gens, justement, on n'est que dans la couverture des ateliers de formation, il n'y a pas d'analyse de fond et consorts. Justement, c'est ça pourquoi ne permettra à la presse de vivre, véritablement. Quand je parle de traitement de l'information, ça veut dire que c'est au-delà de ce que vous dites. Couvrir un colloque ou c'est pas un atelier de validation comme on en connaît tellement chez nous, ça c'est ce que les réseaux sociaux peuvent aussi balancer. Mais l'information réelle, aller fouiller, aller recueillir l'information, la traiter pour la véhiculer auprès des lecteurs, ça c'est autre chose. Et ça revient, c'est le rôle des professionnels des médias que nous sommes. Donc, d'une manière ou d'une autre, les réseaux sociaux, à mon avis, c'est vrai, ça nous limite dans peut-être, aujourd'hui, il n'y a plus de scoop. C'est rare d'en trouver. Même les confidentiels. Voilà. Donc, tout le monde, mais c'est pourquoi c'est une pression supplémentaire sur nous d'aller au-delà de ce que le citoyen lambda peut donner comme information. Dans l'investigation, on doit tendre vers là. Parce qu'aujourd'hui, l'information que vous donnez, il faut que vraiment le lecteur puisse vous faire confiance. Il faut que le traitement soit équitable. Et ça permet au lecteur de mesurer la qualité de ceux-là qui sont derrière cette presse-là. Et je le dis et je le répète, la presse écrite a de longs jours encore devant elle parce que c'est là, si dans les pays comme les États-Unis, les presses ont résisté, les presses écrites justement ont résisté à tout ce que vous connaissez comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça veut dire que quelque part tous ces trucs vous appelez réseaux sociaux, les sites, tout ça là, ils ont des limites. Mais la presse écrite va au-delà. Très bien. On va aborder un sujet, à moins que Gérard veut placer un mot encore là-dessus. Non, je veux bien croire Michel parce qu'il est très optimiste. En tant que journaliste, je ne peux que souhaiter bon vent à la presse.
Mais moi, je vois quand même toujours le danger parce qu'on n'a que 24 heures dans la journée. Et quand vous passez 15 heures, bien 12 heures sur WhatsApp ou bien sur Facebook, ben évidemment, il faut que vous dormiez, il faut que vous mangez, il faut que vous faites ceci. Donc, le temps matériel même manque à plusieurs jeunes pour s'adonner à la lecture. Moi, c'est ça mon problème. Quand quelqu'un passe 10 heures, donc quand on lit moins, il y a de fortes chances que la presse disparaisse. Ben évidemment, puisque personne ne vous achète, la personne n'a même pas le temps ni le besoin. Et c'est même que, parfois même, il y a des gens à qui vous pouvez lui donner un livre, mais il ne lit pas parce qu'il n'a pas le temps matériel. Mais ça voudra dire qu'il va falloir s'adapter à ces besoins-là. Non, moi je pense quand même qu'il faudra expliquer aux jeunes aussi que les vraies connaissances se trouvent dans les livres. Moi je ne parle pas seulement des journaux, parce que pour avoir de vraies connaissances il y a des livres multimédia aujourd'hui. Pas forcément aller acheter un livre, mais vous achetez la version numérique. Oui, mais voilà, non, moi, c'est pour ça que je n'ai rien contre exactement que vous pouvez aussi acheter des journaux en ligne. Oui, bien sûr. Moi, je parle de la qualité même du support de l'information, c'est-à-dire que le journal, ou bien le livre, ou bien le roman, ou bien ceci. Je ne parle pas seulement du papier. Hein. Ce que moi je dis, c'est le fait de balancer des informations, de recevoir des informations balancées et penser qu'on a déjà l'information. Non, là, vous vous trompez. À un moment donné, vous êtes quelqu'un qui est incapable d'analyser et de voir au-delà de ce que dit l'autre. Parce que ça aussi, ça s'apprend. Mais sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou bien WhatsApp ou bien Imo, moi je ne connais pas les autres, je crois que c'est juste des bribes d'informations, des semblants d'informations. Je ne plaide pas pour la presse, je plaide surtout pour la lecture. Moi, je voudrais bien que mes enfants lisent et continuent vraiment à lire. Et je vous dis, en Europe, vous voyez, les gens ils sont toujours à la lecture. Vous ne voyez pas des gens se balader avec leur smartphone tout le temps. Non, c'est d'autres habitudes. Et voilà, ils nous devancent. Et ils continuent à nous devancer pendant que nous, on patauge un peu dans les facilités. Moi, j'étais quelque part, j'ai donné mon portable à un blanc, il y avait 5000 messages. Il a failli tomber à la renverse. Il me dit, mais depuis quand j'ai ce message, je dis, mais ça, j'ai fait à peine 48 heures. Il a ri. Chez eux, c'est pas possible. Les téléphones ne sont pas tout le temps comme ça. Les gens n'ont pas leur smartphone comme un revolver qui déconne, qui dégaine à tout le temps. Non, ils ont encore une vie de scène au travail, pas de téléphone. Ici, vous voyez des gens, même, il peut opérer un malade et faire son WhatsApp. Hein. Vous voyez des gendarmes qui gardent une banque, il fait son WhatsApp tranquillement jusqu'à ce que le général Yark interdit ça. Donc c'est des exagérations qui ne permettent pas à notre société, d'évoluer. Très bien, merci. C'est mon opinion. Oui, bien sûr, et nous la respectons bien entendu. Bonjour Elon Massitoboué. Bonjour Eric et bonjour Taxi. Merci de nous avoir rejoints. Alors, qui est en train de faire aussi son WhatsApp. Non, je suis en train de me déconnecter en fait. D'accord. Alors, il y a une question simple que je voudrais vous poser, enfin vous jugerez si elle est simple ou pas, parce que j'ai l'habitude de dire que je pose trop de questions difficiles. Alors, pourquoi est-ce qu'au Togo, il devient difficile de trouver du travail à faire? Pourquoi est-ce que le travail aujourd'hui est devenu un luxe réservé à une classe donnée? Gérard, je vous pose la question. Non, ça dépend d'abord de ce que vous appelez travail. Alors, la semaine dernière, on a assisté à une scène incroyable lorsque le gouvernement togolais a lancé un concours au niveau de l'enseignement. On nous a dit qu'on va recruter 2000 enseignants jusqu'à jeudi, vendredi dernier. Eh bien, on n'a même pas encore clôturé, mais le nombre était à 25 000. Oui. Ceux qui ont déposé leur demande pour participer au concours et être recrutés. D'abord, travailler au Togo est devenu finalement un luxe? Non, moi je dis d'abord que ça veut dire que le taux de chômage est très élevé. Ça, c'est un fait. Et de deux, ce qui est sûr, nous ne créons pas assez de travail. Le Togolais n'est pas formé pour créer du travail. Bon, vous savez, on a déjà parlé de ça dans ce studio. Et quand vous trouvez des menuisiers qui font des armoires, où toutes les armoires se ressemblent. Quand vous allez en ville, vous ne voyez que les mêmes armoires, les mêmes modèles. C'est normal que des gens importent des armoires de la France, de la Suisse et tout, dans les venues de France. Parce que vous voyez beaucoup d'inventivité et tout ça là. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de formation d'abord. La formation est mal faite. Quand nous sommes mal formés, évidemment, nous ne créons pas des emplois. Quand on ne crée pas des emplois, quoi de plus normal qu'il y ait du chômage? Les emplois, c'est pas l'État qui les crée. Hein. Les plus grands emplois, le plus grand nombre d'emplois, c'est les particuliers qui les créent. Oui, parce que d'ailleurs, on a dit dans ce pays qu'à part l'État, celui qui avait quand même créé le plus d'emplois au Togo, c'était Seco BTP. Seco BTP? Oui, à l'époque.
On a c'est possible. Oui, à l'époque. Quelqu'un disait la dernière fois que c'est les bars où on boit de la bière, que c'est eux qui créent je parle d'une entreprise qui crée plus d'emplois. Le bar, c'est beaucoup de personnes qui tiennent les bars. Oui, mais c'est des entreprises aussi, c'est des PME, c'est des petites et moyennes entreprises. Et vous savez, dans beaucoup de pays, c'est les PME qui font la force de l'économie en général. Donc, moi, je crois qu'il va falloir plancher vraiment sur la formation, la qualité de la formation, pour que quand les jeunes sortent des écoles, qu'ils puissent créer leurs propres emplois. Pas créer des emplois pour créer des emplois. Mais si on forme les gens au rabais, vous allez voir dans les 25 000 personnes qui veulent enseigner là, c'est sûr qu'au moins 20 000 sont des scandales ambulants qu'il ne faut pas laisser approcher des élèves parce qu'ils risquent de leur transmettre de fausses connaissances. Vous voyez? Quand vous prenez par exemple la copie, votre enfant revient de l'école et vous prenez sa copie corrigée, vous voyez les remarques du professeur. Mais c'est bourré de fautes. Et là, moi, je me dis, mais où va le pays? Et c'est comme ça en mathématiques, en physique, en sciences naturelles, en anglais, en français. Mais parce que nous sommes mal formés. Quand vous êtes mal formé, quand la formation ne marche pas, c'est tout. Pour vous, la formation mal faite explique clairement la question du chômage. Explique clairement la question du chômage, explique clairement le mauvais fonctionnement de notre société même. C'est comme si vous vous asseyez à bord d'un bus où le chauffeur n'a pas de permis, n'a pas appris à conduire. Alors bonjour tous les dangers. Vous allez atterrir dans un ravin, vous allez faire plein de bêtises, les gens vont vous insulter, tout est permis. Exactement, c'est ça aujourd'hui. Bien. Les jeunes sont un peu à la perdition. Il faut reconnaître d'abord qu'il y a quelque chose qui ne va pas et recadrer le tir. Et la scène à laquelle on a assisté la semaine dernière, c'est avec les confrères, on en a parlé un petit peu. Est-ce que ça ne pose pas le problème, ou ça repose pas le problème du chômage au Togo et des politiques mises en place par les autorités pour pouvoir sortir le Togo ou les Togolais de la précarité? Oui, bien évidemment, ça pose un problème d'emploi. Et par rapport à tout ce qui se passe, d'abord, il y a eu un recrutement à l'Office togolais des recettes. Oui. On cherchait des centaines d'agents de l'OTR. On a eu plusieurs milliers de dossiers pour juste 350 ou 300 agents de l'OTR. Et là, la dernière fois, avec 1000 enseignants qu'on cherchait, on a déjà des candidatures qui frôlent 23 000. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne comme ratio emploi et formation. Et donc, c'est vrai que par rapport à ces chiffres-là, ça fait froid dans le dos, mais on constate aujourd'hui qu'il y a une forte demande au niveau de l'emploi. Vous avez d'ailleurs dans un pays avec 6 millions d'habitants où vous avez 60 000 fonctionnaires, déjà vous faites le ratio, vous voyez ce que ça donne. Et maintenant dans le secteur privé où il y a des sociétés qui recrutent, vous voyez à peu près le nombre de personnes qui sont recrutées au niveau du secteur privé, combien de personnes sont prises en charge par les entreprises qui se créent, les investisseurs qui arrivent. Et là vous avez des questions à vous poser. Bon, maintenant au niveau de l'État, qu'est-ce qu'on met en place pour absorber cette jeunesse qui ne cesse de demander de l'emploi? C'est vrai qu'il y a des politiques au niveau de l'entrepreneuriat pour pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes et de ne pas essayer de rédiger des courriers. Mais là aussi, cette politique porte de fruits. Oui, moi je ne pense pas, parce que d'abord, si on veut parler d'entrepreneuriat, beaucoup de choses. C'est vrai qu'au niveau de l'État, on fait des efforts, on dit que ceci, cela, mais ce qu'on fait, c'est juste des réformettes au lieu de faire des réformes. Et quand on prend par exemple 200 000 ou 100 000, on donne à un jeune, on dit bon, le jeune dit avant j'avais des têtes de bœuf, maintenant j'ai 6 têtes de bœuf, et je suis entrepreneur, ça marche, merci à l'État, au gouvernement. Bon, oui, il y a peut-être un début de quelque chose, c'est une volonté, mais je pense que c'est des réformettes. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut parler d'entrepreneuriat, il faut parler de l'accès au crédit. Aujourd'hui, au Togo, quand on veut parler de l'accès au crédit, c'est des taux usuriers, et vous avez 13%, 17%. C'est suicidaire pour une économie qui veut se construire. Et vous ne pouvez pas vouloir aider quelqu'un à vouloir entreprendre et lui faire un crédit à un taux de 13%, à 17% contre les critères de convergence de l'UEMOA. Là, déjà, vous tuez l'économie. Et là, aujourd'hui, au niveau du Togo, les autorités n'ont pas pu véritablement faire asseoir cette politique qui permette aux jeunes et aux entrepreneurs de pouvoir avoir accès facilement au crédit. Et là, la dernière fois, quand on parle du Fonds Gari qui va installer son siège d'Afrique ici et qui est en construction, le Fonds Gari a quand même essayé d'expliquer beaucoup de choses par rapport aux facilités d'accès au crédit, sauf que les Togolais ne comprennent pas trop le fonctionnement aussi. En fait, il revient à l'État, au gouvernement, de pouvoir organiser régulièrement des séances de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse.
jeunesse, pour pouvoir leur dire ce qu'il faut faire. Non, de leur donner 200 000, 150 000 pour, je ne sais pas, bon, ça c'est peut-être... On donne 200 000 ou c'est juste un chiffre que vous donnez? Parce que non, 200 000 pour un jeune, pour faire quoi avec? Non, mais bon, moi je donne juste un chiffre. Même au niveau du faillage, il y a des micro-projets qu'on finance, 300 000, 500 000, 1 million. Bon, je dis que c'est bien, c'est un début de quelque chose. Mais ça ne suffit pas. En fait, en réalité, les jeunes n'ont pas besoin, les gens ont besoin d'avoir accès au crédit. Et tant qu'il n'y a pas du crédit, le crédit a un taux usurier de 13%, vous avez vu ça où? C'est ce qu'on applique. Bon, maintenant, deuxième chose, pour la politique, la réelle politique de l'emploi au Togo, il va falloir qu'on puisse tirer le secteur privé vers le haut. Le secteur privé aujourd'hui est au fond du gouffre. On a la CCIT, on a le CNP, mais quand vous leur posez les questions véritablement par rapport au taux de chômage et par rapport à beaucoup de choses, ils vous diront que mais nous, c'est difficilement qu'on tient. Il y a la crise politique. Aujourd'hui, les gens ne nous ont jamais posé la question de savoir comment nous vivons, comment se portent nos entreprises. Mais on nous demande de recruter. Vous allez recruter comment? Voilà, donc il y a des questions principales, fondamentales. C'est très compliqué. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, toutes mes excuses pour le retard. Merci de nous avoir rejoints surtout. Ouais. Michel, la question du chômage, malheureusement on est obligé de revenir chaque fois là-dessus. Ce à quoi on a assisté la semaine dernière nous oblige à en parler encore aujourd'hui. En ces termes, est-ce que les nombreuses politiques mises en place par le gouvernement sont en train de montrer une fois encore leurs limites? Ah oui, je pense que les efforts du gouvernement dans ce sens ont des limites parce que la jeunesse en quête d'emploi vit actuellement une situation terrible. La preuve, ce que nous voyons à chaque fois. Parce que la semaine dernière, on a écouté certaines autorités dire, mais ça veut dire qu'il y a de l'engouement autour des appels de l'État. Mais l'engouement, oui, c'est vrai. Moi-même, j'étais au service de nationalité, j'ai vu comment ça se bousculait là-bas. J'étais dans un commissariat, j'ai vu aussi comment ça se bousculait. Ouais, j'ai une idée de vraiment comment les jeunes sont désemparés. Au-delà de désemparés. Oui, au-delà de tout ce que le gouvernement fait. Il faut le reconnaître, le gouvernement fait beaucoup de choses dans ce sens-là, avec les nombreux projets initiés ça et là, mais le problème de chômage, à mon avis, je pense, c'est d'abord le problème de formation. Nous l'avons dit ici depuis des années, que la formation est inappropriée par rapport l'adéquation de la formation de l'emploi. L'emploi, voilà. Il y a cette inadéquation qui est criarde et jusqu'à présent, on n'a pas encore agi sur ce levier pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Par rapport, le monde bouge, le monde évolue, il faut adapter les formations aux demandes de travail sur le terrain. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et pour régler aussi ce problème, je pense, et l'homme a effleuré cela, c'est de faire en sorte que le privé soit quand même, de créer une politique. Voilà. Pour qu'il y ait des entreprises fortes qui puissent recruter sur un long terme des jeunes sortis des universités publiques et privées. Ce n'est pas encore le cas. Les sociétés, vous voyez, on les crée, mais quelque temps après, elles disparaissent parce qu'il y a des poids, il y a des contraintes de tous côtés, et puis finalement, on laisse tout le monde sur le carreau. Donc, ça, c'est notre aspect. Ajouter au fait que, mais il faut aussi, quand certains travailleurs sont à la retraite, qu'on la fasse partie. Ça n'ouvre pas la porte à la jeunesse de venir. Au-delà de double emploi, double fonction, il y a des gens qui sont à la retraite qui ne partent pas. Je pense il semble qu'il y a un contrat qui les lie à l'État. Non. Ils sont expérimentés, on ne peut pas les laisser partir comme ça. Donc on fait un contrat. Mais je ne souhaite pas leur mort. Le jour où ils mourront, on va les réveiller pour les ramener pour qu'ils exercent ça. Non. C'est un argument unijambiste. Quand j'entends dire qu'ils ont... Quand vous prenez Eddy Togo, par exemple, Togo Presse, quelqu'un à la retraite, il va faire 10 ans. Depuis qu'il est à la retraite, il fait 10 ans. Oui. Il est là-bas. 16 ans. Voilà. Il est là-bas. Ça rime, on nous avait ça fait 16 ans qu'il est à la retraite. Quand vous prenez, par exemple, la Caisse nationale de sécurité sociale, pendant des années, Kofi Wala était là-bas, plus de 20 ans après, il était là-bas. Mais les gens, à un moment donné, pensaient, ou bien ils couvrent les yeux d'un caméléon.
Mais il pouvait partir, il est parti. Mais une dame est là-bas, elle fait bien le travail. Le problème est où? Le ciel n'est pas tombé sur le Togo. Les choses évoluent. Maintenant, le gars est là-bas. À supposer qu'on envoie un jeune homme là-bas, au Togo Presse, pour, comment vous l'avez, Oui. l'enfant, le jeune homme vient. Il fait 5 ans, dit que son temps est fini, il n'a qu'à partir. Mais son chef s'est retraité. Il part le laisser là-bas. Qu'est-ce qu'on veut dire à ce jeune? On va continuer ce débat-là, Michel. Rassurez-vous. Nous allons marquer une pause publicitaire. On revient là-dessus. Deuxième partie de Taxi Presse avec Michel Tchadia, Gérard Ouessan, Jacques Zakouti et l'homme à Tissogbe. Je vous redonnerai la parole, rassurez-vous, Michel. Mais Jacques, est-ce que cette scène-là dont on parle, est-ce que ça vous a choqué vous aussi de voir autant de jeunes se bousculer, se faire presque la guerre? Il y en a qui sont donnés des coups pour pouvoir effrayer un passage, pour avoir les documents. Est-ce que ça vous a choqué de voir la jeunesse togolaise aussi désemparée pour un simple concours d'enseignants? Je crois que c'est triste de voir ces images circuler sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a toujours dit. Vous savez, au niveau des ministères et des sociétés d'État, on ne fait pas la prospection. Michel a parlé des retraités. On se dit par exemple que de 2018 à 2000 peut-être 21, il y a certains qui vont partir à la retraite. Et quand ces personnes vont partir à la retraite, qu'on fait, on essaie encore d'embaucher d'autres. C'est des prospections qu'il faut faire et on sait que, par exemple, chaque année au niveau de chaque ministère, on peut peut-être embaucher 30 à 50 qui ont leur diplôme. Mais on ne fait pas. On ne fait pas. On attend, on lance par exemple un concours, on voit ce qui se passe. Oui. Moi j'ai eu un ami qui travaillait au niveau du ministère de l'enseignement, mais quand vous voyez sa voiture a été cabossée. Parce que c'est sur sa voiture que, quand les jeunes là ont commencé par franchir la clôture, c'est sur sa voiture qu'ils tombaient pour pouvoir mettre leurs pieds au sol. Ouais, c'est pour vous dire qu'il y a quand même un problème. Et pourquoi les gens courent vers la fonction publique? Il y a également un autre secret. Le problème c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui... La retraite? Non, si les jeunes ont l'engouement vers la fonction publique, le secret c'est que, comme nous, si nous voulons faire par exemple un prêt, ne serait-ce qu'au niveau des banques, on vous demande d'aller faire une garantie, c'est-à-dire que quelqu'un qui est de la fonction publique avant qu'on nous fasse un prêt. Moi j'ai posé la question, ça va pourquoi on dit non? Bon, qu'au moins l'État c'est une fonction permanente, on ne peut pas te renvoyer comme si tu étais dans le privé. Et quand vous vous renseignez un peu au niveau des banques aujourd'hui par rapport aux prêts, vous allez remarquer que c'est ce qui se passe. Moi j'ai tenté, ça n'a pas marché parce qu'on m'a dit il faut chercher quelqu'un qui est de la fonction publique avant qu'on te fasse le prêt. Aujourd'hui quand tu approches quelqu'un pour qu'il te donne sa caution, les gens se méfient. Ils se disent mais si on te fait le prêt après tu disparais. L'autre dit que c'est lui qui aura des problèmes. Voilà un peu aussi le pourquoi les gens se disent bon écoutez, comme au niveau du privé ça ne marche pas, vaut mieux qu'on s'accroche également au public. Et quand vous prenez également le public, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Michel parlait tout à l'heure de ceux qui partaient à la retraite, qui ne veulent pas partir. Et c'est vrai, il y a cet aspect aussi qui est là. Mais l'autre aspect c'est que on ne crée pas aussi également assez d'emplois. Prenez par exemple l'usine de Dacha qui est là. On pouvait réhabiliter par exemple cette usine pour pouvoir embaucher les gens. Vous prenez par exemple les phosphates aujourd'hui au Togo. Allez voir la misère, la souffrance de ceux qui travaillent là-bas. Si bien que les gens ne sont plus motivés à pouvoir bien travailler. Parce que les matériaux qu'ils utilisent, ces matériaux sont devenus rudimentaires, on n'arrive plus à les utiliser, si bien que les gens sont là. Il est vrai que l'État traverse des moments difficiles, mais il est important que le peu qu'ils ont, ils n'ont qu'à entretenir ne serait-ce que ce peu. Aujourd'hui, vous allez par exemple à Bangéli, où on est prêt de faire de Bangéli. Mais allez voir les conditions dans lesquelles les gens travaillent. On nous avait parlé en tout temps de Pomar, au niveau de choses, je crois que c'est à Pomar, c'est au niveau de Abandi, je crois. Tout ça, oui, ça ne marche plus. Donc c'est pour vous dire que il y a quand même, il y a des structures que l'État, pour ne serait-ce que elles soient libérées ou soit reprendre et ne serait-ce que aménager pour pouvoir permettre également aux gens de travailler.
Prenez par exemple Sicotte, qui était au niveau de Théviers. Sicotte ne marche plus. L'entreprise là aussi ne marche plus. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des sociétés qu'on a abandonnées. Et aujourd'hui, lorsqu'on lance ne serait-ce qu'un seul concours, les gens quittent 5C pour venir, ne serait-ce que si c'est pas Cara, venir par exemple à Dapaon. Oui. Et vous aujourd'hui, quand on lance le concours de recrutement au niveau de l'armée, que ce soit la police... Ah oui, on a vu ça aussi l'autre fois. Vous voyez le nombre de jeunes qui répondent. Qui répondent. À ce concours. Et l'université a procédé à la rentrée le 22 passé. Oui. Allez voir le nombre de bacheliers que l'État qu'on va encore déverser sur le marché. Et ces bacheliers ils ne vont pas trouver à faire. Aujourd'hui, le seul métier, c'est les émigrants. Et aujourd'hui également, vous voyez que c'est saturé. C'est saturé au niveau effectivement des émigrants aussi. Alors, à cette allure, est-ce que on n'est pas en train de préparer quelque chose de bouillant là pour notre société? Gérard, il y a un auditeur qui nous dit qu'il est d'accord avec Michel. Effectivement, comme l'a dit Michel, il y a une terrible inadéquation entre la formation et l'emploi. Moi, j'ai une maîtrise en anglais et je suis employé au niveau bac comme courtier. Et ça me donne l'impression d'avoir perdu mon temps en anglais parce que j'ai des amis qui, au moment où j'étais au lycée et à l'université, ont appris la mécanique, la couture et aujourd'hui, ils vivent dans leur maison et moi, je peine à boucler les fins du mois. Quand des citoyens en arrivent à avoir ce genre de sentiments, qu'est-ce qui peut se passer? Non, moi, celui-là, j'ai envie de lui demander ce que vaut son diplôme. Ben, moi, je connais il se pose la question lui-même. Je connais plein d'étudiants qui ont eu licence, une maîtrise en anglais, mais ils ne sont pas capables de tenir une conversation 3 minutes en anglais. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Ah non, c'est vrai. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Ouais, c'est une question de compétence, c'est ça que je vous dis. C'est une question de compétence. Quand vous avez le diplôme, mais vous n'êtes pas compétent, vous voulez faire quoi avec le diplôme? C'est ça, moi c'est ça mon souci. On dit par exemple, qui est-ce qui donne ces diplômes à des gens qui ne sont pas compétents? Ben, c'est l'État, justement. C'est l'État qui se comporte mal. Regardez par exemple, vous-même vous dites qu'on vient de lancer un concours pour recruter des enseignants. Oui. Mais comment on peut lancer un concours pour recruter des enseignants? Des gens qui n'ont jamais appris à enseigner. Vous les recrutez pour enseigner? Non, on recrute, on forme et on ne dit pas qu'on veut recruter des élèves enseignants pour les envoyer à l'ENI ou bien à l'ENES. On les recrute pour les envoyer directement sur le terrain pour enseigner. C'est comme on lance un concours, on veut recruter des infirmiers. Et puis n'importe qui y va, 25 000 personnes. Et puis tiens des seringues. Moi j'ai été recruté comme un infirmier, je te pique, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça se Quand passe on recrute des gens de cette façon-là, on les forme un petit peu. Mais ce n'est pas vrai. Moi-même j'ai été enseignant. Ça dit que le métier d'enseignant, il n'est pas enseignant qui le veut, et enseignant qui le peut. Parce que vous devez faire la psychopédagogie. Comment est-ce qu'on transmet les connaissances à un enfant? Vous devez apprendre ça. Mais tant que vous n'avez pas appris ça, ben, comment est-ce que vous voulez que ces gens-là qu'on va déverser dans l'enseignement? Ma question même est celle-là, Gérard, peut-être évoluer. Michel disait même au niveau des émigrants, c'est saturé. À tous les niveaux, c'est saturé. Est-ce que ce n'est pas un danger social qu'on est en train de préparer là? Bon, ça c'est clair. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas en train de préparer un peuple génial. Parce que quand vous formez un peuple qui a du génie, vous allez les voir fabriquer des portables qui vont exporter, l'écouteur là que je vois sur cette table, les microphones, on va avoir une industrie forte, comme les pays là, comme le Japon, le Vietnam et d'autres pays qui le font. Mais pourquoi est-ce que chez nous, on forme des gens qui ont des diplômes, mais qui finissent comme des émigrants? Dites-moi ça. S'il n'y a pas un problème de compétence, quelqu'un qui a une maîtrise, je ne sais pas moi, il a fait, par exemple, l'INSI, oui, il est ingénieur, et vous le voyez faire des émigrants. Il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que le petit japonais qui est ingénieur, ben, il crée une entreprise, il fabrique des Nokia ou je ne sais pas quelle marque japonaise là, qu'on nous vend, alors que nous, nos petits ingénieurs ne fabriquent jamais rien et ils attendent qu'on leur donne du travail. Et je vous dis que quand on recrute des gens, 1000 enseignants qui ne sont pas formés comme enseignants, ce n'est pas possible. Dans beaucoup de pays, vous ne pouvez enseigner que si vous avez un diplôme d'enseignant. Exactement que, comme vous ne pouvez être infirmier que si vous êtes formé infirmier. Vous ne pouvez être menuisier que si vous avez la formation d'infirmier. Vous ne pouvez pas être chauffeur tant que vous n'avez pas de permis de conduire. Mais l'enseignement, on pense que tout le monde peut y aller. Je vais donner la parole tout à l'heure à Elob sur le Michel, je vais vous voir hocher un petit peu la tête, parce que vous n'êtes pas d'accord
sur ce que Gérard est en train de dire. Non. Mais le problème est fondamental par rapport oui, à la situation. Ce qu'il dit, je comprends en partie ce qu'il dit, parce que pendant longtemps, à un moment donné, l'État a été dépassé, donc on recrutait les enseignants directement de l'université pour les déverser sur le terrain. On a connu ça. Voilà, alors que normalement, il devait passer par l'ENES pour avoir des connaissances pédagogiques, ou l'ENI. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a construit, surtout du territoire pratiquement, les ENI et autres, mais par rapport à ceux-là qu'on a déjà mis sur le terrain, il y a une différence entre les deux, et, en tout cas les deux catégories d'enseignants, ceux qui sont sortis des écoles de formation et ceux qui sont sortis de l'université, en même temps on les a déversés sur le terrain. Il y a quand même, c'est ce que normalement c'est ce qui devait se faire. Comme il le dit, on ne peut pas être infirmier sans avoir quand même passé dans une école d'infirmerie. Donc pour enseigner, il fallait quand même, l'État, par rapport aux besoins, est en train de faire un effort pour... En même temps, on ne peut pas dire que ceux qui sont en chômage, c'est parce qu'ils ne sont pas compétents. Non, moi je ne l'ai pas dit. C'est pourquoi oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a un auditeur qui le dit j'ai compris une partie que Gérard ne peut pas dire que tous les diplômés en chômage sont des gens incompétents. Il est plutôt question de l'opportunité, l'occasion que le Togo offre à ses citoyens en termes d'emploi. Il faut relever un aspect. Vous savez, l'État provide d'emploi n'existe plus. L'État providentiel. Oui, n'existe plus. C'est fini ça? Non, c'est fini. C'est fini, il faut que tous les Togolais, les jeunes, il faut que les gens aient ça. Quand tu amènes ton enfant à l'école, il faut penser que demain, forcément, il doit aller dans l'administration, s'encastrer quelque part dans l'administration. Il peut s'en sortir. C'est pourquoi j'ai dit, si quand même on aidait les sociétés qui sont installées, déjà qui sont créées, à bien quand même tenir debout pendant des années, ça peut permettre à ces responsables d'entreprises de recruter. Et si on crée de bonnes conditions aussi pour que les gens créent leur propre emploi, l'auto-emploi, ça va aussi régler une bonne partie. C'est là où c'est compliqué, l'homme le disait, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il faut vraiment amener les jeunes à ce niveau-là. Vous savez, de temps en temps, on inculque ça, le partenariat, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Le gouvernement doit accentuer ses efforts dans ce domaine-là. Pour que les jeunes, déjà, quand vous êtes à l'université, il faut que vous ayez en tête que, quand je vais sortir, je ferai ceci moi-même. Mais tant mieux si demain l'État vous prend. Mais au départ, vous avez quand même l'idée de vous prendre en charge. Il faut qu'on tende vers là. Sinon, aujourd'hui, vous voyez l'armée, avant on dit volontaire. Aujourd'hui, l'armée, quand on veut recruter 500, mais on a affaire à 50 000. Oui. Voilà. Vous voyez. Donc, pour dire que c'est des signaux pour dire au gouvernement que... Attention. Et j'avais écrit un article pour dire que l'opposition au Togo, au Togo, la vraie opposition au régime en place, c'est le chômage. Sinon, en face, il n'y a rien. C'est le maïs. Je ne l'ai pas dit. Il y a un auditeur qui dit, Gérard, j'ai lu un message tout à l'heure qui ne vous est pas favorable, il y a un autre qui vous est favorable, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Un auditeur qui dit que je suis d'accord avec Gérard. Pour ce concours des enseignants, ce ne sont pas des élèves à envoyer en formation. C'est un concours de recrutement direct, voilà. Pas de formation. Ils ont tardivement rectifié en précisant que c'est uniquement pour ceux qui ont le CAP ou qui ont CAEP. Voilà. Et moi, je vais vous rappeler la petite anecdote. Moi, à Tchébie, j'ai vu une enseignante qui disait aux élèves, répétez doucement, une oreille. Parce que c'est pas si on dit une oreille ou bien une oreille. Mais quand vous faites des choses comme ça aux enfants, c'est un crime en fait. C'est comme ça aussi, elle va dire aux enfants, 80 divisé par 2, et donne de faux résultats en maths et dans toutes les matières. C'est pas bien, c'est un crime, c'est pas bien. Et l'homme maintenant, sur cette question. Non, je pense que, je comprends un peu l'analyse de Gérard par rapport au problème de compétences qui se pose. Je pense qu'un président africain l'a dit à Paris, que son pays est un désert de compétences. Je parle de Patrice Talon, et qui a suscité on va y revenir tout à l'heure dans son pays notamment. Donc je pense que ce problème, c'est un problème fondamental au niveau même des programmes scolaires que nous avons au niveau des curriculums. On en a parlé la dernière fois ici.
par rapport au programme qu'on étudie à l'école, les éléments venus du Nord, les éléments venus du Sud, Nabiema, Bonsafo, le roi de Tchokossi, tout ça, ça continue. Et c'est ça le problème, parce qu'on ne peut pas comprendre que des programmes aussi vieux de 50, 75 ans, la dernière réforme de l'enseignement a été faite en 1975, et les programmes qui ont été renouvelés en 75 sont toujours d'actualité. La tectonique des plaques, le Japon, des pays que vous n'avez jamais vus, vous ne savez même pas où ça se trouve sur le globe. L'URSS qui n'existe plus. Tout ça, et tout ça. Donc ça fait que les élèves aujourd'hui, alors que le monde évolue, aujourd'hui il y a la technologie, il y a beaucoup de choses qui évoluent, mais les gens sont restés figés sur des programmes vieillots, des programmes aussi vieillots que le monde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas au XXIe siècle, avec tout ce qu'on a comme technologie, continuer à enseigner aux enfants des histoires, enfin des programmes aussi vieillots. Donc le problème de compétences véritablement à un niveau, ça se pose. Maintenant, pour ceux qui sont compétents, mais qui ont les diplômes et qui viennent sur le marché de l'emploi, il va falloir les absorber. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si le secteur privé, si l'État donne un coup de pouce au secteur privé en leur disant, bon écoutez, faites ceci, faites cela, on veut vous accompagner dans ce sens pour que vous puissiez véritablement absorber au moins d'ici 5 ans, je sais pas, 20% de chômeurs. Bon là, il y a une politique qui est mise en place, et parce que ça ne sert à rien d'avoir un climat des affaires aussi bien, aussi sain, mais qui ne permet pas de recruter les gens. C'est bien de, créer des sociétés. Oui, mais c'est vrai, le Togo a fait des bons dans le doing business. On a créé des sociétés, on facilite la création des sociétés, on a un environnement des affaires qui est sain, etc. On a des réformes qui sont faites. Oui, mais maintenant les sociétés sont là, elles vont vivre de quoi? C'est ça le problème. Ça ne sert à rien de créer des sociétés en ligne. Les gens créent des sociétés tous les jours. La moyenne, c'était 570 par mois, je crois, sur le dernier classement du business pour le Togo. Mais bon, les sociétés sont là, elles vivent de quoi? C'est ça le problème. Il faut d'abord, il y a toute une procédure pour pouvoir avoir pour pouvoir être en règle avec les impôts. Il y a toute une procédure pour pouvoir être en règle avec la CNSS si vous avez déclaré des employés. Mais c'est vrai que pour les TPE qui se constituent, ou pour les petites et moyennes entreprises qui se constituent, il y a quand même des facilités pour pouvoir leur permettre d'avoir un certain nombre de documents aussi rapidement. Oui, il y a cette possibilité. Mais sur le terrain, les marchés publics et tout ça, mais les TPU, les PME, PMI, mais c'est des choses c'est des entreprises qui n'ont pas véritablement la côte pour pouvoir tenir. Et donc, s'il y a une entreprise qui se crée aujourd'hui, qui emploie 3, 4, 5 personnes et qui évolue, mais qui n'a pas de marché, pendant 5 ans, elle fait quoi? Elle ferme. Ben, elle coule. Oui, mais elle ferme. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux sociétés d'être viables, aux entreprises d'être viables. Et être viable, ça passe notamment par l'assainissement du cadre par rapport au marché public et l'accès au crédit. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire quelque chose sans le crédit. Si vous avez une société, vous avez un projet, vous voulez lancer le projet, vous avez besoin de 5 millions par exemple. Demandez 5 millions à une microfinance ou à une banque tout à l'heure, vous allez voir tout ce qu'on vous raconte comme papier à donner. On vous demande les papiers de votre arrière-grand-père, le titre foncier de la maison de votre ancêtre et tout ça. Mais tout ça, ça ne facilite pas les affaires pour des jeunes qui se constituent. Et là, les gens sont obligés d'aller demander de l'emploi. J'ai l'honneur de venir. Toutes les sociétés sont débordées par le flot de personnes. Regardez, la foire arrive. Oui. La foire arrive bientôt, mais quand vous allez au CETEP, vous allez voir une note qui est affichée au mur, on vous dit que non, nous ne recrutons pas. Voilà, donc ça veut dire que on sait que bon, quand il y a une activité comme foraine qui arrive, il y a une forte demande d'emploi. Les gens viennent tous les jours pour demander de l'emploi. Si c'est pas à portefeuille, je vais être hôtesse, je vais être ceci, je vais aider quelqu'un. Donc, on sait que les activités tournent. Donc, les gens profitent pour demander de l'emploi. Mais c'est ça aussi le problème. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit que les mécanismes mis en place en matière de l'entrepreneuriat comme le FAEJ, PRADER ou le FNFI ne sont que des casse-têtes suicidaires. Et puis, il nous informe que l'usine de Sicot dont vous parlez à Tchévier est transformée en camp militaire. Voilà. Jacques, on passe à juste une remarque. Ce que nous faisons, c'est que nous ne créons pas de la richesse. Moi, je crois que les Togolais, prenez les sociétés, ce n'est pas des sociétés qui créent de la richesse. Il faut qu'on apprenne, quand on crée une société, à créer de la richesse. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On pense plus créer des emplois. C'est-à-dire que créer des emplois, c'est une chose, hein, mais comme l'homme le disait tout de suite, vous allez faire vivre la société là de quoi quand vous ne créez pas systématiquement de la richesse que vous vendez à d'autres, que ce soit en matière de prestation de services ou bien en matière de création de biens qu'on peut consommer et vendre aux autres. Mais pour créer de la richesse, il faut investir. Et pour investir, il faut avoir accès au crédit. Et pour créer aussi, il faut être compétent pour pouvoir fabriquer quelque chose. Pour créer la richesse, il faut être capable de faire la chose. C'est pour ça que moi je vous parlais du problème de compétence. Si quelqu'un fabrique par exemple des roues,
Et supposons que le Ghana ne sait pas fabriquer des roues, le Burkina ne sait pas fabriquer des roues, et que c'est le Togolais qui sait fabriquer des roues. Vous allez voir, l'industrie de la roue va être florissante au Togo. Et c'est justement, mais il faut maintenant que nous sachions ce que nous pouvons créer comme richesse. Très bien. Et vendre aux autres ou bien en vivre. Merci beaucoup, Gérard. Jacques, maintenant. Je crois qu'il faut également libérer les esprits pour que les gens puissent investir. C'est-à-dire que Comment ça? Les gens puissent investir. Oui, Nous sommes qu'on a facilité ça ces dernières heures. Non, je voudrais parler de l'esprit sécuritaire. C'est-à-dire que, oui, vous savez, aujourd'hui, il y en a qui ont quand même des millions. Les gens ont les moyens pour pouvoir investir, mais ils ont peur. Parce que les gens ont peur qu'on puisse leur demander la source de leur revenu. Au fait, comment ça? Oui, mais il y a ça aussi. On avait parlé ici, le cas, Gérard n'était pas d'accord avec moi dans le temps, mais je crois que quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, au temps d'Houphouët-Boigny, il y en a qui ont détourné, mais Houphouët-Boigny avait donné et fait des instructions fermes. Que lorsque vous détournez, il faut que vous puissiez investir dans le pays. Vous prenez une ville comme Yamoussoukro, vous prenez une ville comme Korogo. Quand vous allez dans ces villes, il y a quand même des petites usines où on voit que effectivement ces usines absorbent aujourd'hui les jeunes. Mais prenez par exemple notre pays, vous prenez de 56 jusqu'à Ného, à part les usines qu'on a fermées, il n'y en a plus. Mais quand vous prenez ces localités, il y a des gens qui ont des millions, des gens qui ont même des milliards. Il y a des entreprises dans la zone franche, non? Quelle zone franche? Où? Quand vous allez jusqu'au nord, il n'y a pas une zone franche. Non, ici au moins. Mais regardez comment nos sœurs sont malmenées dans ces zones franches. À combien elles sont payées? Et regardez les conditions dans lesquelles elles travaillent. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, libérons les esprits par rapport à ceux qui ont aujourd'hui les moyens pour pouvoir investir, parce que cela ne coûte rien, par exemple. Et vous allez par exemple au nord, à la production aujourd'hui des pommes de terre. Vous prenez la production aujourd'hui des oignons. Mais ça coule rapidement. Il faut investir. Mais absorber cette jeunesse-là à produire ou bien justement orienter la jeunesse vers l'agriculture. Oui, mais dans le domaine même si vous orientez les jeunes, il faut que ces jeunes-là puissent avoir les moyens. Les moyens, comme je le disais, Gérard n'est pas d'accord qu'on parle des cadres, mais il y a des gens dans les localités qui ont des moyens, qui peuvent investir. Quand vous prenez par exemple la zone de Mango, oui. Vous allez par exemple à Barkwasi, il y a une plaine là-bas aujourd'hui. Quand on parle du blé, le vrai blé, quand vous allez là-bas, dans cette localité, vous pouvez trouver ce blé. Mais il suffit seulement qu'on investisse, qu'on aide effectivement cette jeunesse-là. Vous allez voir comment cette localité également peut produire également le blé. Mais quand on est là... Combien faut-il ces jeunes accepter de retourner à la terre? Non, écoutez, tout dépend de comment on essaie de les emballer. Vous prenez par exemple, même au sud d'ici, pour ceux qui ont une fois fait l'expérience d'aller vers le nord, quand vous quittez jusqu'à Dapaon, regardez le nombre de places de forêt que le Togo a. Il y en a plein. Mais on ne les exploite pas. Un jour, moi, j'ai voyagé avec un Burkinabé qui me disait que c'est une richesse que nous avons au Togo qu'on n'exploite pas. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont les moyens, s'ils veulent investir pour absorber cette jeunesse-là, on peut le faire. Il ne suffit pas seulement aujourd'hui de faire venir, de faire quitter ton frère de 5 ans, c'est pour l'amener à Lomé pour lui dire que tu lui achètes une moto. Et quand il sort avec cette moto, le soir, on t'appelle qu'il a fait accident. Au lieu de l'investir pour qu'il reste dans cette localité pour la production. Aujourd'hui, quand on parle des pommes de terre, on parle de l'oignon, on parle de la tomate. Ça vient du Burkina. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas étonné? Oui, mais ça étonne quand même. Ça étonne quand même. Alors que quand vous prenez le nord, il y a des espaces. Et quand vous prenez par exemple Kara, le fleuve Kara, vous voyez nos frères là qui produisent aujourd'hui les choux là-bas. Mais pourquoi ne pas leur appuyer cette jeunesse-là à produire plus de choux? Donc je crois que ça dépend comme je l'ai dit tout à l'heure, si on libère les esprits et qu'on n'attaque pas par exemple Michel où on dit qu'il a trouvé les millions pour investir et qu'il a peur de la justice, je crois que cela... ça peut je vais quand même lire peut-être quelques messages des auditeurs. Il y en a plein sur ce sujet-là. On voit que ça intéresse beaucoup de nos compatriotes. Il y a un auditeur qui nous dit l'État crée les conditions. Justement, il faut faire les tests généraux de l'éducation et de la santé. Le même problème va se poser dans la santé dans 3 ans. On a créé les écoles des infirmiers et sages-femmes dans toutes les chefs-lieux des régions, en plus de Palimé, dit cet auditeur. Il y a un autre auditeur qui nous dit personne n'attend pas à ce que l'État donne de l'emploi à tout le monde, mais l'État togolais ou la société togolaise peut mieux faire. Si l'État professionnalise par exemple le secteur de l'enseignement privé
où les gens peuvent faire carrière, vous pensez à combien d'emplois que cela peut générer, se demande cet auditeur. Le problème du chômage au Togo est plus que politique que toute autre chose, dit cet auditeur. Le risque est la révolte populaire comme c'était le cas en Tunisie. Les gens ont voulu qu'on soit dans cette situation pour être soumis au régime, conclut donc l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, le problème d'emploi doit s'opposer au Togo parce que le même système dirige le pays depuis 50 ans. Le pays traverse des crises sur tous les plans. Les investisseurs quittent le pays au jour au lendemain. Et avec ça, souffrez que le chômage doit être à un haut niveau, que les jeunes cessent de se bousculer pour des concours où on connaît les admis avant le lancement. Un autre auditeur qui nous dit, moi, à force d'écrire, j'ai l'honneur. Aujourd'hui, j'ai perdu mon honneur. D'accord. Un autre qui nous dit, la NPE sert à quoi au juste? Ils ont établi des cartes de demandeurs d'emploi à la population, mais cette carte ne sert pratiquement à rien. Ceux qui sont aux affaires ont mis leur vente devant et leur intérêt personnel. Que Dieu nous sauve, dit l'auditeur. Il y en a beaucoup, beaucoup de messages. Il n'y a pas que l'agriculture, dit cet auditeur. Le Togo regorge de beaucoup de richesses non mises en valeur au nom de la gourmandise politique et économique, conclut-il. Un autre auditeur qui nous dit, Monsieur Gérard, je pense qu'il s'adresse à vous, Gérard Souffré, le problème du Togo n'est pas un problème de compétence, mais d'inadéquation de la formation. Et tu parles d'infirmiers incompétents, de médecins incompétents, d'enseignants sans jamais parler de journalistes qui, à plus de 90%, n'ont jamais mis pied dans une école de journalisme. Je suis incompétent. Si ça peut le consoler. Moi-même, Gérard, je suis incompétent. Je suis un journaliste incompétent. D'accord. Alors, vous aviez raison, mais selon moi, tout dépend du régime, dit cet auditeur. On laisse les entreprises de ceux qui ne sont pas dans le système, dans le RPT unir, et ne peuvent pas émerger. Soignons la politique et tout ira bien, dit l'auditeur. Il y a un autre. Il nous dit, il est dans la diaspora, merci de nous écouter sur le www.taxifm.tg. Il dit, pour un concours de recrutement dans la fonction publique, regardez la foule. Il nous envoie même l'image. Le Togo est en état de désolation. Imaginez le nombre de chômeurs dans ce pays. Ce qui est encore plus dommage est que malgré toutes ces tracasseries, les gens ne seront pas retenus grâce à leurs compétences et qualifications, mais par le népotisme. Ce pays est vraiment en ruine, dit l'auditeur. Et il est midi, nous allons marquer la seconde pause. Quand on reviendra, on parlera politique. Il est 12h, 1 minute sur radio, Taxi FM Lomé, merci de nous écouter. La troisième partie tout à l'heure, ce sera avec Michel Tadja, Gérard Ruissan, Jacques Diakouti et le Mantis. Mais avant, la liaison est établie avec la rédaction de Taxi FM. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci de nous avoir rejoint. Amen Assignon, vous êtes au programme pour Taxi Midi. Tout à fait. Alors Eric, l'actualité ce lundi 5 novembre 2018, c'est le déplacement de la classe politique togolaise à Conakry, notamment le gouvernement à la C14. Les conclusions de cette visite avec le ministre guinéen Alpha Condé sont très attendues. Les praticiens du droit privé à l'école de l'arbitrage en matière de commerce pour actualiser leurs activités ce lundi. Abdoulaye Kodo nous en dira plus dans Taxi Midi. La deuxième édition du forum sur la responsabilité sociétale des entreprises officiellement lancée, elle se déroulera les 10 et 7 décembre prochains à Lomé. On en parlera également et puis sport, on reviendra sur les résultats de la 6e journée du championnat national de football de première division. Denido reprend son fauteuil de leader. Voilà le menu Eric Yato. Rendez-vous à 12h45 pour le développement. Merci beaucoup, Amena Assignon, à 12h45 pour Taxi Midi. Rappelez aux auditeurs que tout à l'heure, vous aurez la parole quand il sonnera 12h20 sur la radio, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. C'est sur ces deux numéros-là que vous allez nous joindre directement pour être à l'antenne, ou vous souhaitez nous envoyer un message WhatsApp, on précise très bien,
c'est sur le 90 71 49 62. Et si le message est correct, on peut le diffuser à l'antenne. Merci de nous comprendre. On aborde maintenant la question politique. Je voudrais vous interroger juste en 5 minutes, on va faire le tour sur la politique étrangère. Le cas du Bénin nous a paru important aujourd'hui qu'on l'évoque. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le modèle démocratique béninois semble avoir du plomb dans l'aile quand on écoute tous ceux qui interviennent et analysent le problème béninois ou les sujets politiques béninois aujourd'hui, Michel? Non, je pense que... Pourquoi Talon est si détesté? Non, c'est aujourd'hui qu'il est. Talon est venu dans des conditions que tout le monde connaît. Et le peuple béninois a placé sa confiance en lui. Mais je pense que c'est ces réformes qu'il a engagées sur, en tout cas, plusieurs sujets. C'est ces réformes-là qui vraiment l'opposent actuellement au peuple béninois. Moi, personnellement, quand je suis l'actualité béninoise, c'est que je me rends compte que déjà, après plus d'1 an, il prépare déjà 2021, ou bien, oui, je pense que c'est 2021. Il reproche. Et pourtant, il avait dit qu'il ne faisait qu'un seul mandat. Oui, puisqu'il avait voulu des réformes que les Béninois ont rejetées. Donc ça veut dire que l'unique mandat n'est plus d'actualité, selon son entourage. J'ai l'impression qu'il est, depuis que le peuple béninois a rejeté ses réformes, en tout cas sa tentative de comment l'appelle-t-on, de modification de la Constitution, il a piqué une crise de colère et il veut régler les comptes à tout le monde, même ses anciens alliés, à qui normalement il devait renvoyer l'ascenseur, il commence à les persécuter. Je vais parler de Sébastien Jaron, qui rase les murs actuellement parce que si les autorités béninoises arrivent à mettre la main sur lui, bon, il connaît la suite, parce qu'il y a un mandat qui est lancé contre lui. Et du coup, quand vous regardez l'agissement de Patrice Talon, il se comporte comme un putschiste. C'est-à-dire que, alors qu'il est venu légalement élu, mais il se comporte comme un putschiste. Il casse tout, il veut tout mettre à son actif pour qu'il soit assuré qu'il va gagner la présidentielle, la prochaine présidentielle. Et dans ces conditions, il met mal à l'aise. Certains vont dire que oui, bon, peut-être c'est les réformes qu'il est en train d'opérer qui vraiment mettent mal à l'aise certains de ses compatriotes. Mais quand vous regardez, je prends un seul exemple, quand il modifie c'est au niveau de la loi électorale où la caution pour la présidentielle passe, je pense avant c'était 20 millions ou bien combien, maintenant il passe à 200 millions. Ça, c'est pour éliminer tout le monde. C'est pour éliminer tout le monde. Ça, c'est le comportement des putschistes. C'est-à-dire que, normalement, si vous êtes putschiste, vous savez que vous venez, vous faites ça, vous posez les règles de jeu, vous partez. Vous n'êtes pas concerné, il n'y a pas de problème. Si vous-même, vous êtes concerné, vous faites ça, ça veut dire que, concrètement, vous avez l'envie d'éliminer les autres. Et ça passe mal. Et les Béninois commencent à réagir et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais déjà il y a la société civile qui sort de temps en temps. Voilà. Tout ça là, je me demande parce que il n'a qu'à faire attention parce que le peuple béninois, à un moment donné, s'il décide de réagir, autrement, il risque d'avoir des ennuis. Ce n'est pas le rôle qu'il est en train de jouer, c'est le rôle généralement des putschistes. Et l'homme, aujourd'hui, Patrice Talon, on peut le dire, c'est un vrai dictateur, un milliardaire, un homme d'affaires qui s'improvise aujourd'hui, un dictateur dans son pays. Moi, je pense que le Bénin a fait une erreur de placer à la tête du pays un homme d'affaires.
Et quand vous voyez bien... Et pourtant, il portait de l'espoir de tout un peuple. Non, quand il arrivait. Non, en réalité, moi j'avais couvert bout en bout ce processus électoral. J'avais vu la candidature de Patrice Talon à la Sénat, à la Commission électorale nationale autonome du Bénin. Et moi, j'avais dit que ce monsieur ne pouvait pas faire l'affaire au Bénin. Et c'est vrai que dans un autre registre, on parlait plus de Lionel Zinsouka avec une double casquette parce qu'il était binational. Oui. Mais Patrice Talon a démontré aujourd'hui tout le mal qu'on pensait de lui. D'abord, un président qui vient, sa première idée, c'est de modifier la Constitution. Une Constitution hautement acquis de haute lutte par les Béninois en 91, parce que c'est le Bénin qui a montré la voie de la conférence nationale souveraine à nos pays en Afrique de l'Ouest. Et c'était quand même à l'actif de monsieur Kérékou, du président Kérékou, qui avait tout fait pour que le Bénin soit un modèle de démocratie dans la sous-région. Et il est venu, il a tenté de réviser la Constitution, ça n'a pas marché. Maintenant, il a sorti ses griffes, il essaie de terroriser tout le monde, c'est ce qu'il fait. Il met d'abord, il renvoie d'abord le fils de l'ancien président Soglo, Léadi Soglo, il le met, enfin il le renvoie du pays, le gars il est en exil, il est en cavale. Récemment, Sébastien Ajavon, qui a demandé l'asile en France pour des raisons d'une affaire de drogue. Oui. Léon Soubadi du PLP qui est également en exil, comme Ikouché, l'ancien ministre de l'économie et des finances qui est en exil. Finalement, Talon met tous ses opposants en exil. Et donc quand vous avez comme ça, vous êtes dans un pays... Lui-même il le dit clairement. Alors si vous voulez vous assurer d'une réélection, il faut écarter... Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et il fait des déclarations aussi scandaleuses que moi je ne comprends pas. C'est-à-dire un président qui prend la parole et il dit, dans nos petits pays africains, quand si vous avez des chances d'être réélu, vous mettez tout le monde sous ordre. Vous marchez sur toutes les institutions. Mais un président qui tient ce langage-là sur une chaîne nationale, je dis qu'on est en face d'un monstre. Moi je le dis, je suis pas brut, mais je pense quand même qu'il y a des choses à revoir. Un président qui vient au pouvoir, qui supprime le droit de grève, et qui donne 2 heures de temps juste pour un corps de métier. Il supprime le droit de grève pour les enseignants, pour les médecins et pour les magistrats, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un pays normal, démocratique, essayer de prendre des résolutions comme ça qui vont à l'encontre de la bonne marche du pays. Après, on dit que qu'il y a trop de grèves et qu'il est en train de réduire le nombre de grèves qu'il y a. D'abord, un président, le Patrice Talon, il est au Bénin, il a tout privatisé pratiquement. Pour lui, d'abord Bénin Contrôle. C'est à lui il a placé Patrice Olivier Boucor, qui est son bras droit, qui est conseiller à la présidence. Mais tout le monde sait que Bénin Contrôle, c'est la société de Patrice Talon, il est président du conseil d'administration. Olivier Boucor, il est conseiller à la présidence, il est directeur de Bénin Contrôle. Et donc, Bénin Contrôle qui contrôle le port de Cotonou, qu'on a privatisé par le port d'Anvers. Vous avez dans un autre registre l'hôpital, le CNHU de Cotonou, le Centre national hospitalier universitaire, privatisé par Patrice Talon, le plus grand parc du Bénin, le parc de Pendjari, privatisé par Patrice Talon, il privatise tout le Bénin. C'est-à-dire qu'on est dans une... Et il achète. Et oui, mais c'est-à-dire que quand vous voyez, quand vous demandez, quand vous vous renseignez, vous faites bien la triangulation, c'est sur ses amis qui prennent tout le pays en otage, c'est-à-dire ils prennent tous les postes. Maintenant, l'aéroport Cardinal Gantin de Cotonou, c'est un aéroport qu'on a dit que les Chinois vont reconstruire. Oui, bien sûr. Alors que le président Yahi Boni avait déjà construit un nouvel aéroport. Il a réhabilité l'aéroport au nord, là. Je me rappelle plutôt, je pense que c'est l'aéroport de Parakou. Un aéroport bien neuf, flambant neuf, tout fait. Mais Patrice Talon a refusé d'ouvrir cet aéroport parce que c'est pas lui qui a construit. Vous voyez? Et donc tout ça aujourd'hui, ça fait croire que aujourd'hui, quand on veut parler de trucs, Michel a parlé par exemple de la caution, 200 millions pour une présidentielle, c'est la plus chère d'Afrique. Alors que c'était le Congo qui était la caution la plus chère. Maintenant, c'est le Bénin. Et puis, pour être candidat aux législatives, on vérifie d'abord si vous n'avez pas fait une alliance électorale, puisque les alliances électorales sont désormais interdites au Bénin. 2, est-ce que vous avez payé 150 millions comme caution? 3, est-ce que sur les 4 dernières années, vous êtes en règle avec les impôts pour prétendre être député? Donc, je pense qu'on a tous les modèles qui sont réunis au niveau, enfin, tous les ingrédients qui sont réunis au Bénin pour parler d'une dictature. C'est ça aujourd'hui, ceux qui aspirent à venir au pouvoir, c'est ce qu'ils deviennent tous? Non, je crois que quand vous bâtissez votre règne sur la haine, c'est comme ça. Vous allez voir comment Patrice Talon va finir. Je crois qu'il a envoyé Ajavon en exil pour revenir aussi être président. Parce que vous savez, lui aussi, il était en exil en France. Il est revenu, il est président. Donc, je crois que nous serons dans le même scénario. C'est sûr que quand l'autre va revenir, lui aussi sera président. Parce que il y a une alliance qui se forme aujourd'hui. Vous avez vu la marche qui a eu lieu le samedi passé. Il a dit qu'ils vont vers la création d'un front, c'est-à-dire pour présenter des candidats uniques dans les localités. Donc, ce qui veut dire qu'il aura des sérieux problèmes. Et vous savez,
Patrice Talon n'a pas toujours digéré le fait que son projet n'a pas pu passer à l'Assemblée nationale. Et vous savez, c'était à seulement une voix que le projet a échoué. Parce qu'il avait banqué, il avait donné assez d'argent. Et vous vous rappelez que la femme de l'ancien président, comment il s'appelle, M. Fossoglo, avait dénoncé la façon dont il avait banqué les députés. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur, lui, il pense qu'à la place de faire réfléchir le cœur, c'est de mettre toujours l'argent, alors que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez vu comment il a renvoyé également ce jeune Kouché, qui est également aux États-Unis, il est exilé là-bas, et lui aussi ne peut pas revenir, parce qu'il a cousu effectivement une tenue, et il l'a fait porter, et le monsieur est là-bas, et puis ce qu'il oublie, c'est que, vous savez, quand les gens sont par exemple à l'étranger, ils ont également la force de nuisance. Parce que quand on parle de l'opinion de contrôle sur eux. Justement, quand on parle de l'opinion nationale et internationale, surtout l'international, ils ont cette force-là de pouvoir te nuire. Prenez quand Patrice Talon est venu au pouvoir, combien de fois le gars est sorti? Combien de fois? Vous pouvez compter. Oui. Vous pouvez compter le nombre de fois qu'il est sorti, il est à l'étranger, où on l'a reçu. C'est pour vous dire que, au fait, ça ne va pas. La gestion à Cotonou, ça ne va pas. Quand vous allez aujourd'hui au Bénin, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Cotonou, la façon dont les Béninois, vous savez, c'était des viveurs. Et chaque week-end, la plupart des Béninois étaient soit à Palimé, aussi ils ne sont pas à Palimé, ils sont au berceau, à Ngotien. Mais aujourd'hui, vous ne voyez plus ces RB-là sur le tronçon à Néholomé. Il n'y en a plus. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent que non, la vie est dure. Depuis que Patrice Talon est venu, il a fermé le robinet, c'est ce qu'ils vous disent. Qu'il a fermé le robinet et aujourd'hui, tout leur salut dépend des forages qu'ils ont. C'est-à-dire quand Béninois vous parle du forage, c'est-à-dire les économies qu'ils ont fait laisser. Mais, oui, quand un Béninois vous parle de forage, c'est pour vous dire que les économies qu'ils ont fait, c'est de ça qu'ils vivent aujourd'hui. Mais les robinets qu'ils avaient, où l'eau passait, pour pouvoir fructifier leur argent, il n'y a plus. Gérard. Tu es allé à l'école des Béninois. On va parler de la politique tout à l'heure. Gérard, non, moi, Talon, c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. Et là, on m'a parlé tout de suite de cette déclaration quand il disait, on a tous suivi ça sur les réseaux sociaux, oui. Il parlait de petits pays. Moi, je crois qu'il faut analyser très bien ce que le monsieur dit. Il a dit dans nos petits pays comme ça, il suffit de tenir les grands électeurs et vous êtes sûr d'être réélu. Ça veut dire que dans un grand pays comme la France, ils n'oseraient pas faire ça. Mettez Talon en France, vous croyez qu'ils arrivent à faire ces grimaces-là? C'est pas possible, justement parce que le Bénin est un petit pays. Et il a encore ajouté qu'il se trouve dans un pays où il y a un désert de compétences. Quand vous êtes dans un pays où tout le monde est nigo, que les gens font du n'importe quoi, ne savent pas ce qu'ils doivent voter ou ce qu'ils ne doivent pas voter, c'est normal que vous vous faites un lit et vous faites aussi vos bêtises. Moi, je dis, les Béninois, ils m'ont un peu déçu. Quand vous allez au Bénin, qu'est-ce qu'il y a? C'est seulement l'argent qui circule, la corruption à haute dose, les grèves sur grève, on fait des grèves pour n'importe quoi. Les enseignants aujourd'hui sont en grève, demain ils sont en grève, les infirmiers sont en grève, les professeurs d'université sont en grève, tout le monde est en grève. Moi, j'ai suivi des efforts au Globe. C'est mieux au Togo que chez eux en termes de grève. Non, il faut dire que le Bénin, il est particulièrement bouillant, particulièrement, je ne dirais pas irresponsable quand même. Mais il faut dire, je ne sais pas si vous avez suivi Nicéphore Soglo aussi. Il disait, en leur temps, il y avait des gens, des chercheurs. Il a cité Kizerbo, le professeur Kizerbo. Il a cité Tchèque Amidoukan et tout ça. Qu'aujourd'hui, qu'on a des professeurs d'université, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que réclamer des augmentations de salaire et ne font que faire des grèves. Mais vous ne les voyez jamais analyser quelque chose, faire des publications, comme aujourd'hui on voit un certain Kakonou, des gens qui vraiment pondent des idées et tout. Ils se limitent à faire des grèves, à réclamer. Donc, Patrice Talon ayant atterri au Bénin et sachant que, bon, devant lui, il n'y a pas de grandes personnalités, de grands penseurs, ben, évidemment, il se met à faire aussi ces bêtises. Et pour terminer, j'étais chez le président de, comment il s'appelle, Nouvelle Vision, la dernière fois dans son bureau, et il me posait une petite question. Il me dit, Gérard, imagine que on prenne tous les Togolais, qu'on les amène aux USA, et qu'on prenne tous les Américains, on les amène au Togo. 10 ans après, qu'est-ce que tu imagines que le pays sera?
Ben, de tout ça, on a commencé à rire. Quel pays? Le Togo ou les États-Unis? Le Togo et les États-Unis. Vous allez voir les États-Unis, ben, ça va devenir un désert, rien ne va plus marcher. Pendant que quand vous amenez les Américains ici au Togo, ben, ils auront les moyens, ils auront le génie de transformer ce pays encore. Et vous allez voir les Togolais qui vont demander encore un passeport pour venir vivre au Togo, sous les Américains. Donc, les pays n'ont de valeur que les hommes qui y vivent. Bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand Ferdinand, il répète 1000 fois dans votre studio ici qu'il y a d'autres valeurs, il y a autre richesse que les hommes. Et Patrice Talon, il se rend compte que les Béninois, ils ont perdu beaucoup de valeurs. Il est devant des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Ben, monsieur, il a dit, je voulais qu'on avance malheureusement, puisqu'il nous reste 2 minutes pour recevoir les auditeurs. Je voulais qu'on fasse un mot sur la question togolaise quand même. Oui, mais cette affaire du Bénin, je pense que c'est un pays limitrophe. Oui. Et quand ça va barder là-bas, je pense qu'on n'est pas loin aussi de... Oui, c'est ce qu'on dit aussi du Togo, que ça va barder, ça va barder chez eux. Oui, mais sauf que ce qui se passe au Bénin est encore plus grave que ce qui se passe au Togo. Il faut le reconnaître. Vous avez dans un pays un président qui crée une cour, une justice d'arrière-cour, comme la Criette, où il fait condamner les gens et les envoie en exil. Moi, j'ai jamais vu ça. La Criette aujourd'hui, c'est une justice qui a été créée par le président de la République pour juste chasser les opposants. En vous fait peur. Oui, mais et puis les décisions de la Criette sont sans recours. Vous avez vu ça où? C'est un tribunal d'exception, ça se fait. Non, la loi n'interdit pas ça, le tribunal d'exception. Oui, je ne refuse pas, mais la façon dont on a créé la structure et la façon dont on condamne les opposants, parce qu'on a fait le procès à Sébastien Javon, on apprend dans les coulisses que Lionel Gisou sera également présenté à la Criette dans l'affaire des Boumaf. Mais comment un président peut réfléchir en ce sens? C'est-à-dire que c'est ça, moi, en réalité, qui me désole. Et là, où sont les juges en ce moment? Face à Talon, qu'est-ce qu'on oppose? Quelle intelligence on oppose? Quand devant vous avez des négos, ben, on fera n'importe quoi. Moi, je ferai pareil. Je veux qu'on parle de la politique togolaise. On aura le temps avec d'autres confrères, ou bien si le débat reste au tapis jusqu'à lundi prochain, on va en débattre. On consacrera plus de temps à ça cette fois-là. Je veux qu'on parle maintenant de l'actualité togolaise dans quelques minutes avant de recevoir les auditeurs. C'est vrai qu'il est 12h20, mais on va prendre 2 minutes pour en parler très rapidement. Le Togo, on parle des élections, on a fait le recensement électoral au niveau de la CENI et les experts de la CEDEAO qui travaillent sur notre fichier électoral. On va dire qu'on va auditer le fichier électoral et on se rend compte, Michel, que plus personne n'évoque quand même la révision constitutionnelle. On n'est pas fait des élections. Non, réforme. Les réformes ou bien oui, mais les réformes. Bon, en tout cas, c'est dans l'agenda de tous les acteurs politiques, et surtout ça se trouve aussi sur la feuille de route. Les réformes, elles seront faites selon ce que les acteurs disent, les acteurs politiques, elles seront faites avant d'aller aux élections à venir, surtout les législatives de 20 décembre prochain. Et aux dernières nouvelles, il se pourrait que cette semaine, les choses bougent à l'Assemblée nationale si le gouvernement envoyait donc le projet. Donc les choses vont certainement évoluer lorsque les protagonistes vont revenir de Conakry, parce que pour le moment, on n'a pas encore les premiers résultats de leur challenge, de leur discussion là-bas. Mais tout porte à croire que si élection il y a, il doit y avoir forcément les réformes à l'Assemblée nationale, ou alors on passe au référendum. Donc, depuis quelques temps quand même, ce qui occupe les esprits, c'est la CENI. Le débat à la CENI n'est pas encore terminé. Et on a le sentiment que on a complètement oublié la question des réformes. La révision constitutionnelle. Je crois que, comme Michel l'a dit, ils sont actuellement à Conakry. Je crois que selon les infos, je crois qu'ils vont ouvrir encore ne serait-ce qu'une semaine pour le recensement, pour permettre aux leaders, certainement, qui ne l'avaient pas fait, de le faire. Et après, la date sera également raménagée par rapport aux élections. Donc, ce qui est sûr, parlant des réformes, je crois que le ministre Bawara avait évoqué la question. Il avait dit qu'au niveau du gouvernement, il reste seulement à faire un protocole et à envoyer à l'Assemblée nationale. Faute du quorum au niveau de l'Assemblée nationale, on va passer au référendum. Donc je crois que les réformes, les réformes vont se faire.
je crois que ce qui est important pour nous pour le moment, c'est les législatives. Comment faire pour qu'on puisse aller à ces législatives et en même temps les législatives et les réformes. Je crois que c'est de ça que c'est ce qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble des Togolais et de la classe politique. Et j'espère que avec le retour des leaders de la Guinée-Conakry, nous allons voir clair maintenant sur ce qui doit se faire avant 2020. Non, je crois quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses par rapport à la révision constitutionnelle. Le gouvernement a annoncé la dernière fois que ça va se faire tout va se décider lors du prochain Conseil des ministres. Et donc, on attend de voir comment ça va se passer. Mais de toutes les façons, je ne pense pas qu'on ne communique pas assez autour, parce que récemment, même, je crois avoir lu une interview de Miss Barrow, il a encore parlé des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc, je crois quand même qu'on est dans la droite ligne de ces réformes-là et que ça va se faire avant le 20 décembre 2018. En tout cas, Togo Debout, samedi, dans les rues de Lomé, a encore insisté, le confrère Liberté, d'ailleurs le rapport, a insisté sur la trilogie, transition, réforme, et puis les élections un peu plus tard. Gérard Royssan, en 45 secondes, et on prend les auditeurs. Non, moi je pense que la chose est très simple. C'est comme si vous avez une panarie au doigt, vous prenez votre moto pour aller à l'hôpital et en route vous faites un accident, vous vous cassez le bras. Quand vous allez arriver à l'hôpital, vous n'allez plus parler de panarie, vous allez parler de votre fracture. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est une question de priorité. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, il y a les répressions par exemple, il n'y a plus le droit de manifestation, il y a les arrestations et tout ça là. Donc les questions là sont devenues prioritaires. Donc les gens ne pensent plus aux réformes parce qu'il y a un mal beaucoup plus aigu qui est là. C'est pour ça que je vous disais, quand vous avez une fracture, vous oubliez votre panarie et vous soignez ça d'abord. Vous mettez votre casque, on va maintenant recevoir les auditeurs. Allô? Allô, bonjour Eric. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va, ça va. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mike. Nous vous écoutons, Mike. Dans tous les sujets que vous avez développés, je me demande, c'est quoi le bilan exact de M. Faure Gnassingbé en presque 15 ans de règne? Parce qu'on a les projets presque politiques, le chômage qui est élevé, les programmes d'enseignement aussi vieillots, on ne peut pas expliquer. Parce que quand on me dit qu'on enseigne le programme français au Togo, ou bien je me trompe, nous utilisons presque le même programme. Mais les Français sont capables de fabriquer des portables. Il y a la marque Alcatel, par exemple, c'est français, oui ou non? Et le Togolais est capable de fabriquer un portable, un processeur, par exemple. Quand je me pose ces questions, je me dis, mais c'est quoi la vision du gouvernement actuel? C'est quoi leur vision? Quand on a de l'argent qui disparaît, et monsieur le ministre de la Culture, oui. Il y a on a détourné 600 millions. Et jusqu'alors, on ne peut pas expliquer. Quand chaque fois vous débattez de ça, moi, c'est la trouille. Mais c'est quoi le Togo, finalement? C'est quoi? D'accord. Mike, merci beaucoup. Bonne journée à vous également et à cet auditeur qui nous dit, on nous parle des législatives, mais où en sommes-nous pour les locales? C'est son interrogation. On va prendre notre téléphone. Allô? Monsieur Eric, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. C'est Monsieur Commis. Monsieur Commis, nous vous écoutons. Ça fait plaisir que vous êtes revenu sur le chômage. Comme vous l'aviez cité, le ministre de l'Éducation ne fonctionne pas. Et l'éducation à partir de la maternelle jusqu'à l'université, bien sûr, ce n'est pas encore ce qu'on peut fournir au marché. Moi-même, ça m'a été très difficile de se départir de cette éducation-là pour pouvoir me lancer personnellement. Et ça dérange nos petits frères, ça dérange nos enfants. On peut le corriger. La seconde partie de mon intervention va se réjaillir sur le ministre de la fonction publique. Je veux nommer Excellence Bawara. C'est quelqu'un en qui moi j'avais cru que lorsqu'il sera à la fonction publique, va corriger beaucoup de mots. Mais il a pris tout son temps à faire que la politique. Et ça m'énerve de lui. Il prend son intelligence là pour narguer les gens en politique. On a besoin de lui en fonction publique pour débarquer les gens.
Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui doit travailler en fonction publique. Hein. On le dit très simple. Mais le peu de postes qui est là, il faudrait qu'il y ait un entretien là pour pouvoir fonctionner. Vous prenez les inspecteurs, des gens qui n'ont rien comme outil pour pouvoir aller sur le terrain. Et bon nombre de nos frères et sœurs coupissent dans les entreprises privées. Et parce qu'arrivé à ce niveau, l'inspecteur qui veut corriger quelque chose en entreprise privée, tu peux, en tant qu'employé là, l'embaucher. C'est vraiment dommage. D'accord, très bien. Que ce ministre-là laisse tomber la politique pour venir corriger un peu avant qu'il ne tape. Merci. Merci beaucoup, monsieur Commis. Merci d'avoir donné votre avis sur ces sujets. On a parlé du chômage, de l'éducation un petit peu, et puis de la politique au Togo et au Bénin. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre nom? Oui, c'est Kamba de Djidjoli. Monsieur? Kamba de Djidjoli. Kamba, d'accord. Nous vous écoutons. Comment vous allez? Ça va très bien. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Et je voulais intervenir particulièrement au niveau des problèmes de chômage là. Oui. Si dans un pays, une personne prend 5 à 6 postes, comment est-ce que là, il n'y aura pas de chômage? Ce cas-là, il faut voir au niveau des gouvernants. Il faut laisser l'opportunité aux jeunes de s'y faire. Quand on dit qu'il ne faut pas s'y faire, moi je ne comprends pas. Si quelqu'un ne commence pas quelque chose, la personne ne peut pas acquérir de connaissances et évoluer dans ce qui se fait. En ce qui concerne nos éducations aujourd'hui. Quand quelqu'un l'a signé dans votre groupe là-bas, il y a des formations datant de 1975 et jusqu'alors. Alors qu'au même moment, si vous prenez les programmes des autres pays, il y a des changements chaque 5 ans, chaque 10 ans du côté de la formation. Qu'est-ce que nous faisons pour que ça change? D'accord. Moi, c'est sur cette base, moi, je voulais intervenir. D'accord, très bien. Ce qui concerne tout ce que vous faites sur la radio, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, M. Kamba. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Un autre auditeur qui doit nous dire, quand il m'arrive de penser que je suis togolais, ça me fait mal. Il faut être de mauvaise foi pour penser que tout marche dans ce pays. Je comprends juste que le langage politique est différent du langage normal. Quand j'écoute M. Bawara, M. Tama, je me demande s'ils ont vraiment un cœur. Aujourd'hui, c'est évident que l'aspiration des Togolais est tout sauf les élections. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Maglo, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir à propos de l'emploi au Togo. Oui. Dans vos analyses tout à l'heure, vous vous étonnez de pourquoi il y a eu plein de candidats pour ce concours qui recrute je ne sais pas combien de personnes. Je voudrais vous dire que la fonction publique, c'est la tradition. Ça, il faut le retenir. Lorsqu'on va à l'école, tout le monde veut être instituteur, infirmier, docteur, cela. Ça, c'était la tradition togolaise. Il faut retenir cela. Et de deux, vous vous étonnez pourquoi encore les gens veulent toujours aller à la fonction publique. La raison aussi est très simple. Ce n'est pas seulement pour avoir facilement accès aux emprunts bancaires, mais surtout, c'est un tremplin pour devenir très riche. Vous remarquez aujourd'hui que les fonctionnaires, certains fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Oui, bien sûr, on en a parlé vendredi. C'est un tremplin. Lorsque vous rentrez dans la fonction publique, d'abord la fonction publique, vous êtes dans une position statutaire. Vous n'êtes pas régi par le droit du travail, mais par le statut de la fonction publique. C'est un moule, vous rentrez dedans, vous sortez. C'est votre diplôme qui est payé. Et le salaire est inversement proportionnel au travail que vous allez fournir. Je m'explique. Plus vous êtes côté, vous êtes en haut de la hiérarchie, vous travaillez moins. Et pour être en haut de la hiérarchie, il faut être bien placé quelque part. Vous êtes attaché de cabinet, vous êtes directeur de cabinet, vous êtes directeur général quelque part, vous ne travaillez plus. Vous avez d'autres choses à côté. Vous avez par exemple les heures de mission, vous avez des primes d'indemnité et tout cela.
C'est pourquoi tout le monde court vers la fonction publique. Très bien. C'est ça la raison principale. Bon Manglou, appétit. merci beaucoup. Bon appétit à vous. Merci de nous avoir contactés. Un autre auditeur qui souhaite intervenir sur le cas du Bénin, il s'appelle Hugues. Il a mentionné son nom. Il dit Patrice Talon, il est franc. Il dit ce qu'il fait. Voilà. C'est ce qu'il lui nous dit. Un autre auditeur qui nous dit que Faure Gnassingbé est un élément catastrophique parce que c'est lui le patron. On souffre trop. Moi, j'ai mal des fois quand j'entends parler mal de mon pays. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Dionou. Monsieur Dionou, nous vous écoutons. Oui, moi, je veux parler du problème de la CENI et l'organisation des élections. Allez-y. Oui, bon, je me suis étonné que dans ce pays, qu'on a voté le statut de l'opposition. Et puis, bon, je ne sais pas pourquoi le gouvernement met sa bouche dans les problèmes de l'opposition. Ça que lui-même a nommé le chef de file de l'opposition, parce que le statut a nommé Jean-Pierre Favre chef de file de l'opposition. Donc, s'il y a un problème, c'est avec l'opposition, entre elles-mêmes, on doit débattre tous ces sujets et comprendre. Maintenant, ce n'est pas le cas. Et je demandais à l'UFC que s'il ne veut pas que le sang des Togolais coule encore cette année, il n'a qu'à démissionner et s'entendre avec Jean-Pierre Favre qui est le chef de l'opposition. Comme ça, il peut vous sauver la vie de nous, les Togolais. Parce que moi, simplement, je ne veux pas que mon sang coule encore dans ce pays, sur cette terre encore. D'accord. Donc, il n'a qu'à éviter tout cela pour éviter la mort des Togolais. Je demande à l'UFC tout simplement, je sais bien qu'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à m'écouter et ils n'ont qu'à faire tout possible et démissionner à la CENI, par consensus entre elles-mêmes, c'est-à-dire l'opposition, ils peuvent encore prendre la place et combattre le régime en place. Ce n'est pas encore la fin pour l'UFC. Ils peuvent devenir toujours président de cette République un jour. Il ne doit pas cautionner le mal avec l'UNIL. Très bien. Monsieur Dionou, merci beaucoup d'avoir pu vous exprimer sur le sujet. Il y a un autre auditeur qui nous dit que, quand on a parlé tout à l'heure de faire de Bangeli, que l'exploitation, il y a plus de 3 ans, que c'est arrêté véritablement de ce côté-là. Voilà ce qu'est devenu mon pays, conclut l'auditeur. Un autre qui nous dit, la CEDEAO, les responsables ou les représentants de la CEDEAO viennent de confirmer qu'ils sont prêts pour accompagner le gouvernement à la dérive suicidaire du peuple togolais. Il est temps qu'on remercie la CEDEAO. Les Burkinabés nous ont donné l'exemple de ne pas compter sur la CEDEAO et ils ont obtenu ce qu'ils veulent. C'est pourquoi nous devons reprendre les manifestations en attendant le départ immédiat de Faure Gnassingbé, écrit donc cet auditeur. Et nous allons conclure sur cela. Elon Matisogbe, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à l'acteur togolaise? Non, je pense qu'on va attendre tranquillement les conclusions de Conakry. Je crois que c'est ce lundi que les choses sérieuses vont se dérouler de ce côté-là entre pouvoir et opposition. Donc on va attendre les conclusions de Conakry pour savoir exactement à quoi on va s'en tenir avant la date du 20 décembre. Maintenant, par rapport, je pense que de ce côté également, on va avoir une idée de la CENI, avec le problème de l'UFC qui se pose. L'UFC a d'ailleurs dit que si la CEDEAO lui demande de se retirer, ils partiront. Oui. Ils ont dit à la conférence de la vérité. C'est une déclaration politique. Bon, on va voir comment ça va se passer, parce que quand vous écoutez les uns les autres, il y a des gens qui disent autour au niveau de l'UFC pour dire que bon, justement, si on quitte la CENI, je vous offre le tour du monde et nous arrêtons de faire la politique. Ça veut dire que les gens sont tellement sûrs de ce qu'ils disent. Mais moi, je comprends pas cette façon de fonctionner, mais je pense que c'est interne au parti. On ne parle pas de l'UFC. Donc, en général, pour dire rapidement qu'il va falloir que les uns et les autres puissent savoir, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, on ne veut plus voir le sang des Togolais couler sur la terre de nos aïeux. Jacques Diakouti. Non, je crois que ce qui intéresse maintenant les Togolais, c'est comment faire pour sortir de cette crise. Et pour sortir de cette crise-là, il est important qu'il puisse avoir la cohésion, que ce soit au niveau du parti au pouvoir et de l'opposition de la société civile. Il est important que nous tous nous parlons d'une même voix, parce que nous avons en commun un seul destin, un seul pays qui est le Togo. Je crois que ce qui sera important pour nous,
c'est qu'on puisse s'entendre, hein, pour que on ne puisse plus assister à des lendemains difficiles pour le Togo, parce que bientôt c'est la fin de l'année, on ne sait même plus à quel sein on doit se vouer par rapport à la fin de l'année, parce que la fin de l'année c'est une fin où les cœurs sont tranquilles, les esprits sont apaisés, où certains qui seront vivants puissent rentrer dans les nouvelles, oui, dans la quiétude, dans la paix. Donc nous espérons que nous sortirons de cette crise et que les esprits vont se calmer pour que les uns et les autres se disent que nous avons une seule chose en commun, c'est le Togo. Gérard Ruissan. On a le Togo en commun, hein, c'est vrai. En partage. Ben oui, non seulement ça, mais moi je pense que le président Faure Gnassingbé, il a hérité d'une hégémonie. C'est-à-dire que c'est la domination, une hégémonie, la domination d'une partie du peuple sur les restes. Il a hérité de ça. Or, tout le monde sait que les hégémonies, comment ça se termine? Ça se termine par la révolte ou bien par une révolution. Ça se termine souvent dans le sang. Quitte à lui maintenant de dire, ben écoutez, ben on a appris de l'histoire et nous allons créer une société beaucoup plus paisible et démocratique. Ben je pèse de tout mon poids ben, pour que le Togo soit libéré, pour que nous ayons une société moderne, pour éviter ben, que le sang coule, comme m'a dit un auditeur, ben, pour éviter des douleurs à ce peuple. Je crois qu'il le peut, ben, il peut le faire s'il le veut. Très bien. Michel? Non, nous attendons le retour des protagonistes pour être fixés, parce que on était à un niveau où tout le monde attendait l'éclairage de la CEDEAO. Il faudrait que la CEDEAO puisse se prononcer sur certains aspects de la chose, parce que, disons-le clairement, le pouvoir dit qu'il défend la feuille de route, l'AS 14 dit qu'il défend la feuille de route, mais qu'est-ce que la CEDEAO pense? Donc, je pense que nous allons attendre. D'accord. Ouais. Il y a tout auditeur qui nous fait la remarque que nous avons oublié, peut-être Yamaha, de parler du SMIC dans notre pays, qui a 35 000 francs CFA et les employeurs ne respectent même pas cela. Ça peut être aussi la raison pour laquelle des jeunes veulent aller à la fonction publique. Non, nous devons pas à l'ordre du jour, bien sûr. Okay. Messieurs, merci beaucoup. Les employeurs eux-mêmes ne gagnent pas le SMIC parfois. L'employeur lui-même, il est en deçà. Merci beaucoup, Gérard. Ce qui est intéressant du débat d'aujourd'hui, on sent que les Togolais, hormis la politique, aujourd'hui, quand on a parlé du social, vous avez vu l'engouement. Donc, je crois qu'il serait important de temps en temps qu'on puisse parler effectivement du social. De toute façon, c'est important. Merci beaucoup. Michel Tchadia, Gérard Ruissan, Jacques Zakoutier, l'homme à Tissogoué. Merci à Jacques Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À demain.